Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de la thématique du français langue seconde et langue de scolarisation. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Bernet qui est enseignante depuis 1992. Bonjour Isabelle. Bonjour Svetlana, Merci d'avoir accepté notre invitation avec plaisir. et puis bienvenue dans cet épisode de podcast de motifs haut en couleur. Euh, Euh, Vous êtes enseignante depuis 1992, surtout dans les classes en P2P et aussi dans les classes de CIF, Oui, c'est ça. cours de français intensif. Vous avez aussi participé à la rédaction du référentiel FLS du canton de Vaud. Oui, c'est ça, oui. Je fais une parenthèse ici. Le référentiel français langue seconde, c'est un document qui regroupe les pistes pour les enseignantes et les professionnels de l'enseignement qui travaillent avec les élèves allophones, c'est-à-dire pour qui le français n'est pas une langue maternelle, mais qui va être leur langue de scolarisation. Et d'ailleurs, Phonocolor, il a été mentionné dans ce référentiel comme un des moyens pour travailler la conscience phonologique. Qu'il est aussi dans une brochure qui a été réalisée par l'unité Migration Accueil pour les élèves alpha, ceux qui sont non alphabétisés, comme une ressource pour l'alphabétisation des élèves plus grands. Oui, c'est vrai. Nous, on a fait justement d'ailleurs connaissance autour des outils Phonocolor en 2021, normalement, Oui. pendant les Mystères de l'UNIL. C'est un événement quand les chercheurs de l'université préparent des ateliers qui s'adressent aux élèves du canton de Vaud. Et normalement, les élèves viennent sur place, sur le campus. Et puis, en 2021, ces ateliers ont eu lieu sous forme itinérante. Et c'est comme ça qu'on est venu dans votre école. Et puis, on a fait connaissance. Et c'est là que notre collaboration, quand je travaillais à l'Université de Lausanne, que ça a commencé. Donc, vous avez vu nos ateliers, nos outils. Et il y a quelque chose qui vous a intéressé. Et c'est pour ça qu'on a continué à travailler ensemble. Qu'est-ce qui vous a intéressé pour vos élèves? À quels besoins ça a répondu pour les élèves? Qu'est-ce que vous avez trouvé pour que vous ayez envie de continuer? Il y a plusieurs choses. Mais je pense que ce qui nous a le plus frappé, mes collègues et moi, c'est le fait que nos élèves, après, donc c'était des élèves de 5 ans, je pense qu'il n'y avait que des 2P, mais je ne suis pas sûre. Peut-être des 1P et des 2P. Je supposerais que c'était un P2P, mais je garantis pas. Voilà, je ne suis plus très sûre, mais c'est égal. C'est de toute façon des enfants qui sont en train d'apprendre à lire, voilà, qui sont dans cet apprentissage-là, dans le début. Et ben après 1h30, ils avaient tous acquis, après, voilà, c'est à vérifier vraiment, mais quand même, de l'ensemble, la fusion de OU et de A, qui font WA, et puis ça, pour nous, on s'est dit, waouh, il y a quelque chose à creuser là derrière, parce que on était quand même plusieurs enseignantes chevronnées, qui enseignaient depuis de nombreuses années, on avait un peu cherché tous les moyens de faire apprendre à nos élèves à lire, et puis ça, on s'est dit, ah ouais, là, il y a du potentiel. On a trouvé qu'en peu de temps, puis ils avaient été motivés, enfin, ils avaient eu de l'intérêt. On les a gardés vraiment pendant 1h30, alors que des petits de cet âge-là, on ne les garde pas pendant 1h30 comme ça, en une forme de collectif, tous ensemble, à faire un travail imposé. 1h30, c'est très long. Et ce petit quelque chose qui a fait ça, est-ce que vous avez compris ce que c'est? Sur quoi est-ce que ça agit? Alors, on a compris qu'il y avait quelque chose, enfin, je ne sais pas si c'est ça la question, mais on a compris qu'il y avait quelque chose autour de la fusion. Enfin, pour nous, il y avait beaucoup de choses, parce que c'est quelque chose qu'on travaille à l'école, mais ce qu'on a pensé, c'est que c'était ce qui était autour des couleurs. C'est-à-dire le fait que les sons soient des couleurs, ça leur a enlevé le blocage, entre guillemets, de la lettre. Pour eux, c'était pas difficile parce que les couleurs, ils savent. Et puis on leur dit que ou puis a, que ça fait wa, ok. Par contre, si on leur montrait des lettres, ils étaient un peu, mais je sais pas, parce que les lettres, c'est difficile. Ils ont cette imagination, cette pensée, je sais pas d'où elle leur vient, mais que les lettres, c'est difficile. Donc, je sais pas. Même s'ils ont la fusion, puis que quand on leur dit les sons l'un derrière l'autre, ils arrivent à les mettre ensemble. Mais si on leur montre des lettres, ils savent pas.
On va encore reparler de la Ouais, fusion ouais. et conscience phonologique un peu plus tard, Mais je pour pense des que les choses plus couleurs, techniques. c'était quelque chose qui Donc, était assez... c'est une visualisation peut-être Oui, plus simple, c'est oui. ça qui a aidé. Ok. Plus simple et puis moins représentative, ou je sais pas. Ouais, Stressante, c'est ça, moins peut-être. adulte. Moi, peut-être, ouais. Mhm. Ouais, ouais. Ok. Donc, vous avez commencé à enseigner en 1992 et puis en 2012, vous avez fait le diplôme de français langue seconde. Oui, Et c'est à peu près à partir de là que vous avez commencé à enseigner dans les classes de CIF, oui. français intensif. Pourquoi vous avez, plus ou moins au milieu de votre carrière, vous avez fait ce choix? Alors, parce que j'avais des enfants qui étaient devenus grands et puis j'avais envie de faire quelque chose pour moi. Voilà, autre chose que l'école, la famille. Enfin, j'avais envie de faire quelque chose. J'enseignais dans une commune avec une forte proportion d'élèves allophones ou bilingues ou trilingues. Donc, avec vraiment ouais, une forte proportion d'enfants qui parlaient d'autres langues et puis avec les difficultés qui peuvent y être liées. Et puis, donc, c'est un sujet qui m'intéressait globalement. Ce n'était pas du tout dans l'idée de devenir enseignante de français intensif, mais c'était vraiment pour améliorer ma fonction d'enseignante. Et puis, il y avait ce casque qui était proposé à la HEP. J'ai trouvé les objectifs intéressants et puis je me suis dit, ben voilà, je fais ça. Puis après, c'est un petit peu de fil en aiguille que je suis devenue enseignante de français Spécialiste, ouais. intensif. Ouais. Parce que finalement, nos classes de 1-2 dans cette commune, c'est un peu des classes de français intensif. Il y a quand même beaucoup d'élèves. Je pense qu'il y a... Alors, je sais pas, il y a à peu près que la maîtresse qui parle que le français, qui parle pas une autre langue. Et puis, d'élèves allophones, il y a globalement, je pense qu'il y a en tout cas 50% chaque année dans chaque classe de 1-2. Donc, c'était intéressant pour moi, même hors du fait de devenir prof de français intensif, donc avec des groupes, et puis d'enseigner cette matière spécifique. Mais globalement, dans ma classe, pour travailler avec mes élèves, c'était hyper intéressant d'avoir cet apport-là, ouais, ce plus. En tant que délégué régional de l'unité migration accueil, selon vous, qu'est-ce que l'école aujourd'hui pourrait améliorer pour accueillir les enfants, les élèves allophones? C'est une grande question, ça. C'est pour Il y ça a que je toutes pose, sortes parce de que choses. Ouais, non, mais j'ai vu que c'est c'est, vaste. j'ai vu Ouais. que c'est l'objectif, et puis Oui. j'imagine qu'il y a des choses qui ont été faites, qui sont en train d'être faites, mais voilà, je les Bah, connais pas, déjà, c'est ouais, pour ça ouais, que je vous ouais. pose la Je pense question. que, alors, c'est un petit peu, c'est dans l'idée de l'amélioration qu'il y a cette unité qui a été mise sur pied au département. Bah, c'est déjà de mieux conscientiser la problématique des élèves allophones, parce qu'il y a quand même eu, alors ça c'est 1900 qui parle, avant, avant on se disait, oh, ben, un bain de langue ça leur suffit, ils ont qu'à venir dans l'école, on leur parle et puis ça vient. Et puis bien sûr que ça venait, ils savaient parler le français à la fin. Moi j'ai des amis qui ont mon âge, qui parlent le français, qui sont arrivés, qui ne parlaient pas le français. Enfin, oui, ça a fonctionné, mais ce n'est pas idéal. Et puis c'est une espèce de tout. Et je pense que déjà maintenant l'école, elle a déjà commencé à améliorer, c'est-à-dire déjà rien que dans l'accueil de ces enfants migrants, le fait de prendre en compte cette migration, pas juste de dire ok, ben t'es là, vas-y, tu peux, ben, je vais te parler, et avec quelques efforts, oui, je ferai attention de te montrer une image, mais ouais, tenir en compte la migration, savoir comment l'enfant est arrivé, pourquoi il est arrivé, quelle est sa vie, parce qu'ils n'arrivent pas tous avec un avion et les parents qui travaillent et puis une vie installée, un appartement, ils sont tout contents d'être là. Donc ça compte. Je pense que ça compte beaucoup. Et puis le fait que les enseignants des classes régulières chez les petits aient aussi conscience de ça. Parce que c'est quelque chose dont on se préoccupe moins à l'école. C'est normal, c'est pas notre boulot de nous occuper de tout ce qui est autour de l'école. Nous, on doit enseigner. Mais il y a quand même un petit bout qui va changer la manière d'être et puis le comportement de l'élève. C'est son parcours, c'est comment il est là. Il y a des enfants qui ne veulent pas apprendre. Puis simplement de discuter avec les parents de leurs projets,
de ça. Ils ont peut-être rien dit à l'enfant. L'enfant, il se dit que s'il n'apprend pas le français, ben, il pourra retourner dans son pays où il était très bien parce qu'il y a ses grands-parents là-bas, il y a une maison, il y a... Enfin voilà. Donc ça, d'avoir cette conscience-là, je pense que c'est quelque chose que l'école peut améliorer. Et puis dans la formation des enseignants. Donc, d'un côté, c'est pour organiser cette prise en charge, l'organisation pour que l'enfant apprenne mieux le français. Puis de l'autre côté, ça veut dire que l'école, elle est une sorte de médiateur entre les parents et l'enfant pour que l'enfant soit conscient, en fait, de ce qui se passe. Parfois, oui. Oh, ok, Ouais. c'est intéressant Pas ça, toujours, ouais. mais Oui, oui, parfois, oui, oui. ouais. Et puis, d'avoir la conscience de ça, euh, ça peut justement aider Mhm, à faire avancer. mhm, Quand il y a, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des problèmes, que l'enfant, ouais, qu'il n'y a pas de progression comme ça, ben, c'est pas un miracle. Mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de convoquer les parents, de discuter avec eux, et puis de leur faire verbaliser devant leur enfant que oui, ils allaient rester, que oui, ils étaient là pour longtemps, que non, l'enfant ne rentrerait pas mhm, s'il apprenait pas le français, que oui, les parents, ils étaient heureux d'être là, enfin, des choses mhm. toutes simples. Ouais. Mais dans les semaines qui ont suivi, c'était parti. Mhm. C'est vrai que c'est très conseillé en général dans Mhm. tous les domaines de discuter avec l'enfant. Enfin, pas seulement avec les Oui, enfants, ça marche, mais oui. effectivement, les adultes, des fois, oublient dans Mais la oui, course, mais les oui, stress, l'organisation, l'administratif, ils oublient de dire oui. à l'enfant où ça va, en fait. C'est ça, des choses basiques. Ouais, ouais. Et je dirais encore plus, alors moi je suis assez spécialiste des tout petits, mais encore plus chez les tout petits, où les Mhm. parents se disent ouais, mais on ne peut pas lui dire Il nous parce que suit, ouais. c'est ça, Mhm, c'est mhm. ça. Et même il y a des parents, Mhm. bah, mais c'est encore maintenant, hein, moi là j'ai eu un entretien d'accueil il y a quelques jours où les parents m'ont dit qu'ils avaient dit à l'enfant qu'il venait en vacances. Et son papa, il est resté dans le pays et il lui parle régulièrement sur le téléphone, Mhm. enfin ils se voient tous les jours, mais pour lui, il est en vacances. Mhm. Puis, pour un enfant, être en vacances puis aller à l'école, c'est pas un problème. Enfin, Mhm. ils ne voient pas les choses comme nous. Nous, quand on va en vacances, on va en Mhm. vacances, on va pas aller travailler, on va Mhm. pas. Mhm. Un enfant, on lui dit que Ah tu vas à ouais. l'école, ben il y va. C'est les vacances, c'est pas grave. Mhm. Enfin, Mhm. donc là, alors on en a parlé avec la maman dans le moment où on était avec l'enfant, mais on lui a pas parlé à lui. Mais j'ai dit à la Mhm. maman, bah peut-être qu'il faudra que vous Mhm. trouviez un moment pour le dire. Mais je me suis dit, bah lui, il Mhm. entend parce Il qu'il entend jouait à côté souvent, de ouais, nous, donc il a exactement. entendu. Ouais, Souvent, c'est donc les moments ça où... c'est aussi bien. Mhm. Mm. Mais ça c'est ouais, ça c'est une partie. Et puis ouais, je pense que c'est ouais, globalement, en tout cas au niveau de l'unité migration accueil, c'est ça. C'était un de nos principaux cheval de bataille, c'était de se dire il faut un entretien d'accueil pour accueillir euh, l'enfant et sa famille Mhm. dans l'école et puis pour que tout soit mis à plat, pas qu'on fasse comme si c'était rien passé, comme si Mhm. on ouvre la porte, ok, bonjour, bienvenue, alors maintenant tiens ton cahier de maths, tiens ton cahier de français, Mhm. puis on y va, on apprend. Mhm. Mais ok, t'es quelqu'un, qui es-tu, que viens-tu faire ici, voilà. Mais là, je pense que vous avez touché à quelque chose de très important et qui concerne pas seulement les enfants qui, voilà, qui sont en train d'apprendre le français, langue de Mhm. scolarisation. C'est en général quelque chose qu'il faut bien expliquer aux Oui, enfants et qui... Il y a évidemment des choses qui sont difficiles à expliquer oui, oui, certaines oui, choses oui, aux oui, oui. enfants, par exemple, pourquoi ils vont à l'école, pourquoi c'est comme ci ou comme ça à l'école, parce que d'un côté, il y a des contraintes, il y a beaucoup de contraintes, il y a des objectifs, mais il y a aussi des contraintes, Mhm. et puis il y a des choses qui, voilà, qui se passent d'une telle manière, puis effectivement, des fois, c'est difficile à expliquer, mais je pense que c'est important au moins d'essayer d'expliquer. Oui. Alors, c'est ce que font, je pense que les enseignants de 1P, 2P le font avec leurs élèves. Mhm, Parce que, parce que le début de l'école, c'est aussi une préparation à être un écolier. C'est pas juste mhm, apprendre des mhm, chiffres, apprendre, je sais pas, des lettres, mhm, apprendre à dessiner, à écrire, enfin, je sais pas. C'est aussi apprendre à être un élève. Et puis ça, c'est pas parce qu'on passe la porte d'une école qu'on devient un élève. On mhm, doit réaliser des choses. Puis ça, les enseignantes de 1-2, elles le font avec leurs élèves. Ça fait partie de mhm. leurs objectifs, Oui. d'apprendre les règles, qu'est-ce que Mhm, ça veut dire une règle, pourquoi est-ce qu'on a cette règle ou cette règle, pourquoi on doit faire ça comme mhm, ça. Mais les élèves qui arrivent d'ailleurs, ben, ils n'ont pas la langue, donc ils vont déjà pas comprendre ce qu'on leur dit en français. Et puis, ils ont
ils sont pas nés ici, donc les règles, nous on s'appuie, en A2, on s'appuie sur les règles de la maison, alors des règles un peu Si toutes elles bêtes, sont mais oui, alors on est bien. ensemble, puis on discute avec eux. Vous avez des règles, après on prend des règles absurdes pour être sûr que tout le monde, tout le monde a cette règle. Par exemple, on sort pas tout nu, ah ben non, on sort pas tout nu, puis ça, personne sort tout nu, même ceux qui ont des... les élèves qui arrivent d'ailleurs, leur monde, il est complètement changé. Donc, c'est pour ça qu'on doit prendre du soin pour les accueillir, en fait. On doit prendre aussi du soin pour accueillir l'ensemble des élèves, mais ces enfants-là qui arrivent d'ailleurs, on doit prendre un soin particulier pour eux. Après, en 1P, il y a aussi une grande majorité des enfants qui sont allophones, donc qui ne parlent pas le français, qui sont nés ici. Et pour ces élèves-là, il y a une autre difficulté, c'est celle de se dire, mais pourquoi j'apprendrais cette langue alors que ça fait 4 ans que j'habite là, que je ne l'ai pas apprise et que j'ai très bien vécu comme ça. Et en plus, ma maman, elle ne la parle pas. Et puis, elle vit très bien ici. Mon papa, il la parle moyen, mais il a une entreprise. Et puis, il fait vivre toute la famille. Enfin, je caricature un peu, mais quand même, c'est des exemples qui sont basés sur du concret, quoi. Ouais, pourquoi j'apprendrais? Ça, c'est pas Évidemment, utile. apprendre une langue, c'est un effort. Mais c'est ça. C'est un effort considérable aussi pour les petits. Souvent, les adultes l'oublient, ils pensent que Oui. l'enfant, justement, il suffit de Le baigner. et puis ça va se faire. Ouais. Comme la langue maternelle. Et Ouais. puis souvent, ces personnes ne voient pas que même pour la langue maternelle, il y a un immense travail qui se fait. Et puis qui s'est fait depuis la naissance. Exactement, dans la correction, dans les suggestions qu'on donne, dans l'aide, quand on aide à reformuler, quand on insiste sur les conjugaisons, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Souvent, on ne le voit pas, mais ça ne veut pas dire... Oui, c'est des processus naturels, mais il y a beaucoup d'efforts déjà là-bas. Oui, et puis là, en étant prof de français, on va insister. Donc, on va devenir très embêtante. Parce que finalement, l'enfant qui me dit pipi, j'ai très bien compris qu'il a besoin de l'eau toilette. Donc, je peux lui dire oui, vas-y. Mais moi, je vais lui dire non, non, non. Qu'est-ce que tu veux? Et puis, il va devoir me dire j'aimerais aller aux toilettes. Alors, si c'est urgent, il ira, puis il me dira après. Et puis ça, c'est embêtant. Parce que jusque-là, je m'en sortais très bien avec pipi, eau, salut. Et puis, je n'avais pas besoin de... Moi, je le fais aussi en tant que maman. Et puis, je suis aussi très pointilleuse dans ces formulations. Parce que je trouve que, oui, des fois, c'est lourd tout ce travail. Mais effectivement... Mais je pense que c'est nécessaire parce que c'est déjà comprendre maintenant que dans la vie, il faudra bien formuler, à l'écrit et à l'oral, parce que souvent, même les adultes ont de la peine à exprimer ce qu'ils veulent, et puis c'est là où ça se joue. Oui, absolument. Donc là, je suis tout à fait d'accord. Et puis pour rentrer aussi dans l'écrit, si l'oral est bien assis et bien solide, ça va être plus facile d'entrer dans l'écrit que Bien sûr. Si c'est du à peu près. Quand on doit écrire un mot, si on le dit mal, mercredi, je ne vais pas penser qu'il faut mettre le R parce que je dis mercredi, puis qu'on ne m'a jamais dit mais non, ça se dit mercredi. J'écrirai mercredi et j'aurai une faute. Voilà. Moi, j'ai entendu hier mon fils de 5 ans et demi. Il disait on va à la patinoire demain cet après-midi. Oui. Donc il a fusionné cet après-midi et puis son frère il essayait de lui expliquer que si c'est demain c'est pas cet après-midi. Et puis lui il refaisait sa phrase et puis il n'arrivait pas à détacher cet après-midi. Donc c'était cet après-midi c'était un mot en fait. Mais c'est comme il était, oui je suis d'accord avec la correction mais voilà demain cet après-midi. C'est ce que je dis. Ils ont leur joyeux anniversaire. Pardon, ils ont leur joyeux anniversaire, les élèves. C'est un mot. Ils ont leur joyeux anniversaire. Oui, demain c'est mon joyeux anniversaire. Ok. Demain c'est ton anniversaire. Oui, mon joyeux anniversaire. C'est ce que tu dis. C'est la même chose. Oui, ça c'est intéressant parce que d'un côté c'est bien si l'oral est déjà précis et assis pour passer à l'écrit, mais c'est là aussi peut-être où l'apprentissage de l'écrit influence l'oral et le précise. C'est-à-dire, ça va être plutôt le retour positif de l'écrit sur l'oral. Alors peut-être un peu plus tard. Enfin, je dis ça à cause des élèves tout petits qui sont vraiment que dans l'oral. Oui, d'accord. D'accord. Par contre, ce qu'on doit faire, à quoi on doit être hyper attentif, et puis ça, je me suis rendu compte justement en tant qu'enseignante 1-2,
Parce que nous, notre base, c'est l'oral. Nous, l'écrit ne fait pas partie de Si, c'est faux de dire qu'il ne fait pas partie, parce qu'il en fait partie. Mais de notre démarrage, il n'en fait pas partie. Parce qu'en même temps, on apprend à écrire les prénoms. Enfin, on est très vite dans l'écrit. Mais on part de l'oral, parce que les élèves, c'est ça qu'ils savent faire. Les plus grands, quand ils arrivent justement au cours de scolarité dans notre pays avec une autre langue, on a tendance à les enfiler très vite dans l'écrit. Et puis, c'est pas idéal. Parce que justement, si l'oral, il ne s'est pas fabriqué, en plus avec le français, je dirais, où le ou partout, c'est un U, ici, c'est U, enfin, plein de choses comme ça. L'enfant, il va fixer des erreurs de prononciation liées à l'écrit. Alors que si on les lui apprend à l'oral, après, bien sûr que ce sera difficile pour lui de lire, mais on pourra lui dire, mais rappelle-toi, comment tu disais la maison, ok, alors ça c'est c'est pas maille. Tu le sais, tu le connais ce mot, donc ça c'est quelque chose que les enseignants de plus grands, auxquels les enseignants de plus grands doivent être attentifs. C'est le fait de travailler l'oral dans les pistes d'amélioration. Oui, c'est les conseils. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ma question suivante, c'est les parents comptent beaucoup sur l'école pour les apprentissages et souvent il y a une envie qu'on peut comprendre de ne pas vouloir s'occuper des apprentissages parce que c'est le travail de l'école. Et il y a du coup beaucoup d'attentes de l'école qui sont peut-être des fois exagérées. Mais qu'est-ce que les parents pourraient faire pour aider, soutenir les apprentissages qui se font à l'école? Par rapport à la langue. Oui, par rapport au français, on va dire. Surtout qu'à ce niveau-là, comme vous venez de dire, c'est très global. C'est vraiment lié à l'oral, à l'écrit, enfin au début de l'écrit, mais aussi à l'expression, à la vie quotidienne, à la communication. Enfin, ça englobe déjà énormément de choses, il me semble. Déjà une chose, pour moi c'est basique, mais dans ma pratique, c'est pas basique visiblement pour les parents, c'est déjà de parler avec son enfant, simplement de lui parler. Il n'y a pas besoin de faire de l'école, mais se promener de la rue puis dire oh regarde le feu il est rouge. Enfin voilà, bêtement de discuter. Et puis moi souvent les conseils que j'ai donnés aux parents c'était de lire des livres à leurs enfants, de raconter une histoire, enfin voilà des livres tout bêtes parce que ça développe le vocabulaire. Ça, vraiment. Et puis le langage écrit, il développe différemment le vocabulaire du langage oral. Et puis pour les parents allophones, moi je leur conseille, mais vraiment vivement de leur lire des livres dans leur langue. C'est-à-dire d'aller, alors il y a des bibliothèques multiculturelles où il y a des livres voilà, avec des langues, de quasiment toutes les langues. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est très riche parce que si on connaît un mot dans sa langue, ce sera plus facile de l'apprendre dans une autre langue. Donc on sera plus efficient, quoi. Donc ça, c'est des choses, parler à son enfant et puis lui lire des livres, pour moi, c'est déjà un petit peu la base. Je trouve super ce conseil de parler aux enfants parce que c'est quelque chose d'un côté de simple, mais de l'autre côté, c'est ce que les parents peuvent réellement faire. Et c'est bénéfique non seulement pour les apprentissages, mais aussi pour les relations avec l'enfant, la connexion avec l'enfant. Je trouve que c'est vraiment important. Et puis, il y a aussi, ça c'est quelque chose que je dis souvent aux parents, parce qu'eux, ils ont l'impression de rien faire quand ils parlent avec leur enfant. Puis donc, ils achètent des cahiers. Et puis en plus, c'est à la mode, des cahiers de vacances. Voilà. Puis là, ils ont l'impression de faire. Et puis, moi, je leur dis, mais vous, quand vous rentrez du travail, si on vous demandait de faire une deuxième journée de travail, vous auriez envie? Et puis, ils me regardent, ils me disent, bah non. Je dis, bah pour votre enfant, c'est la même chose. Il va à l'école, il travaille à l'école. Alors, même s'il vous dit qu'il a joué toute la journée, il a bossé. Et vous lui balancez un cahier d'activité. Non, mais c'est comme si vous, on vous demandait, allez hop, commence à travailler, ben non, c'est pas cool. J'ai encore une question par rapport à ça plus tard aussi. Très bien. Mais oui, et puis la question de lire des livres dans sa langue ou dans une autre langue de la famille, parce que des fois c'est même encore plus compliqué. Oui, absolument. Ça, je trouve aussi c'est très intéressant comme conseil et je trouve c'est aussi effectivement utile.
Parce que même si aujourd'hui on sait que les langues, c'est pas quelque chose, c'est pas des tiroirs qui sont occupés par une langue, donc on ne peut pas mettre. Aujourd'hui, on sait que en fait, c'est bien d'avoir plusieurs langues. Et puis même moi, j'ai remarqué chez mes enfants que quand ils s'investissent dans une langue minoritaire, Mhm. il y a l'autre langue minoritaire tout à coup qui en profite. Je ne sais pas expliquer ça. Ouais. Ouais, ça oui. Mais des fois, ils allaient chez les grands-parents et passaient une journée chez les grands-parents, puis ils me parlaient en ma langue tout à coup beaucoup mieux. Et puis j'avais l'impression qu'ils ont parlé cette langue toute la journée, et Mhm. puis je savais que ce n'était pas le cas. Donc il y a des croisements assez intéressants qui se font. Ouais. Mais en plus, en reparlant de ce qu'on vient de dire, l'apprentissage de la langue étrangère seconde, voilà, de scolarisation, qui n'est pas sa langue maternelle ou pas la première langue maternelle, c'est énormément une question de l'identité, mais c'est ce que vous avez dit pour cette Mhm. histoire de les grands-parents qui sont ailleurs ou le Oui. père qui est ailleurs, et que voilà, si j'apprends pas, je garde mon identité que je change pas. Enfin voilà, Oui. c'est beaucoup l'apprentissage des langues étrangères pour les adultes et pour les enfants. C'est beaucoup la question de l'identité. Et je pense que renforcer l'identité, Mhm. disons minoritaire, vu qu'on est ici, ça peut aider la Oui. langue étrangère, en fait. Ouais, Parce puis je que du dirais coup, de la valoriser. oui. Puis c'est peut-être aussi ça, dans il y a la question tout à l'heure, Mhm. de par rapport à qu'est-ce qu'on peut Oui, améliorer oui, oui, non, mais dans c'est l'école tout ou à comme fait ça. ça. Pour moi, il y a aussi ça, c'est aussi la vision qu'on a de sa langue maternelle. Mhm. Parce que le parent anglophone, tout le monde a une vision incroyable. Ah, waouh, tu parles l'anglais, c'est De trop la génial, chance. etc. Exactement. Le parent Mhm. qui parle, je sais pas, le Wolof, ou, enfin, Mhm. ben, on va Oui, dire, ah ouais. Alors qu'en fait, très elle bien. a autant de Mhm. valeur que l'autre. Enfin, Tout à fait. et ça, de faire, de rendre la valeur à chaque langue, ça, c'est un Mhm. truc que l'école peut faire aussi, de Mhm. valoriser toutes les langues et pas celles qui sont les plus scintillantes ou je sais pas, enfin, les Mhm. plus Économiquement économiquement intéressante, intéressantes, par exemple. disons, Ouais, ouais. exactement. Mhm. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire à l'école. C'est de rendre visibles les langues des élèves et de les rendre Mhm. intéressantes. Mhm. Chaque langue est intéressante et puis, waouh, mais de parler, voilà, de faire des liens entre les langues, ça, c'est quelque chose qui est... Ouais, en fait, donner place à cette facette Oui, de la oui, personnalité, oui, ouais. oui, oui, Mhm. Ne exactement. pas essayer de l'effacer. Non? Parce que ça peut faire mal, et puis Ben oui, ça peut créer des résistances envers les apprentissages, oui, même peut-être envers d'autres apprentissages, pas seulement ça la c'est langue, possible, ouais, ouais, ouais. j'imagine. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu dans votre pratique, certainement, vous avez beaucoup communiqué avec les parents, est-ce qu'il y a des attentes qui sont exagérées par rapport à l'école, c'est-à-dire les parents qui attendent que l'école elle va faire tout ça, mais c'est juste pas réaliste, pas Mhm. possible, c'est-à-dire que les enseignantes, elles ont certainement beaucoup d'influence, elles font beaucoup faire, mais elles peuvent pas faire de miracles. Non. Donc voilà, il y a quelque part, parce que enfin, étant maman et étant enseignante moi-même, je sais que en tant que maman, je mets beaucoup d'attentes sur l'école. En tant qu'enseignante, je vois à quel point je suis restreinte par rapport au timing, par rapport à... Mhm. Voilà, que c'est On peut restreint. pas tout Je ne peux faire. pas tout Non, faire. Tout non. ce que j'aurais voulu depuis mon rôle de Ouais, ouais, maman, ouais, que ouais. ça soit fait. Bah, de toute façon, enfin, pour moi, c'est un travail commun. C'est Mhm, pas. Puis après, ben, il y a un bout, oui, un bout qui peut être fait par l'école. Euh, Moi, toute la partie éducative, mhm, elle est commune. C'est-à-dire qu'il y a un bout d'éducation qui est aussi donné par l'école, l'éducation en groupe qu'on ne peut pas donner à la maison. Moi, je ne peux mhm, pas donner mhm, euh, mhm. la vie de groupe à mes enfants. Ils sont Ouais. trois, voilà. Mhm, C'est pas la même mhm, chose que de vivre à 20, que d'attendre son tour, enfin, ce genre de choses-là. Ça, l'école, elle va pouvoir apporter à l'enfant. Et puis, ouais, dans tout ce qui est ce développement du vocabulaire, etc., ben, la famille, elle aide quand même pas mhm. mal, mais l'école devrait aussi pouvoir faire avancer l'enfant, même si la famille n'a pas les compétences. C'est aussi ça la difficulté, c'est que toutes les familles n'ont pas les mêmes compétences, n'ont pas les mêmes possibilités, n'ont pas les mêmes, je sais pas, le même temps. Mhm, Enfin, ça, c'est aussi, on doit faire en fait, on doit faire une espèce de socle de base mhm, avec tout le monde, alors que certains enfants pourraient aller
beaucoup plus loin, mais comme il y en a 20, on n'arrive Mhm. pas, Mhm. parce qu'il faut vraiment avoir tout le monde à peu près Mhm. Mhm. au même niveau. Moi, c'est Mhm. des fois un petit peu ce qui m'embête. Je me dis, Mhm. mince, mais en même temps, on peut Mhm. pas, on est obligé Mhm. De d'avancer, suivre le programme. de suivre le programme, puis d'avancer avec Mhm. les 20. Enfin, on peut Mhm. pas Mhm. se dire, bon, tant pis, eux, Mhm. ils n'arrivent pas, on les laisse. Euh, Vous avez évoqué le vocabulaire. Qu'est-ce qui développe le vocabulaire? Qu'est-ce qui J'ai l'impression développe que le vocabulaire? ça- Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est déjà parler. Mhm. Parler avec l'enfant, ça développe le vocabulaire. Parce que Dans ce cas-là, je vais aussi rajouter peut-être écouter son enfant. Alors, Parce qu'il oui, faut aussi dire que le problème, c'est que, bon, voilà, d'un côté, il faut parler, mais de l'autre côté, des fois, on n'a pas le temps ou l'envie ou mhm, d'écouter ce qu'il essaie de formuler. oui, prendre le temps. Ouais. Parce que le vocabulaire, c'est quelque chose d'actif aussi, pas Oui, seulement passif. oui, oui, tout à fait. Alors pour moi, dans parler, il y Oui, oui, avait bien écouter, il y sûr, oui, avait oui, bien ça, mais sûr, oui, oui. effectivement, c'est Mhm. vrai. Oui. Des fois, c'est un petit peu bête, mais j'adore pas cette idée, mais Mhm. je la propose quand même parfois. C'est la télé. C'est-à-dire que les Mhm. parents qui parlent pas ou peu le français, on a des parents aussi qui nous disent: «Ah oui, mais maintenant j'ai décidé, alors je vais lui parler plus qu'en Mhm. français». Sauf qu'ils parlent pas bien le français du tout et Mhm. puis que c'est pas forcément une bonne idée de lui parler en lui parlant un français Mhm. qui est pas terrible. Donc moi, je leur dis: «Non, continuez à parler votre langue, elle est hyper importante Mhm. pour vous, pour la famille, Mhm. voilà, et puis si vous voulez qu'il y ait du Mhm. français, ben, vous lui laissez voir, je sais pas, Mhm. 10 minutes un dessin animé ou quelque chose en français. Et puis comme ça, l'enfant, il va entendre du français Mhm. correct. Donc Oui. voilà, ça m'arrive de temps en temps de proposer Mhm. ça aux parents. Parce que même de la lecture, lire des livres en français, il faut quand même avoir une bonne maîtrise de la langue pour réussir à lire. Bien sûr. Et puis pour que l'enfant il soit intéressé, parce que c'est pas rigolo d'avoir quelqu'un qui Mhm. nous lit, ni pour le parent, ni pour Mhm. l'enfant, qui hache les mots. Enfin, Mhm. c'est pas très intéressant. Donc là, ça permet d'entendre du français Mhm. correct, quoi. Moi, je me gênerais pas avec ce conseil. J'ai de la peine. J'ai de Parce la que, peine parce oui. qu'il y a tout ce côté. Non, mais parce qu'aussi, Mhm. la population dans la Mhm. commune où je travaille, c'est quand Mhm. même une population qui a tendance à donner Faire le trop. téléphone à l'enfant Les à la téléphones. naissance. Le Ouais, téléphone, c'est pas la télé. mais ils n'ont pas la C'est télé. encore autre Ils chose. vont lui donner un Ouais. téléphone pour regarder Mhm. le dessin C'est vrai. animé. Donc, C'est de vrai. dire, voilà, Mhm. l'idée, ils l'ont déjà, quoi, mais ils apprennent Mhm. l'anglais. Mhm. Mais en fait, ils ne le savent pas, mais les parents ont Mhm. l'impression de faire bien parce que Mhm. leur enfant sait dire Mhm. Ouais. blue, white, mais c'est pas Mhm. dire bleu et blanc. Mhm. Mais voilà. Mhm. Donc c'est vrai que voilà, j'ai de la peine à encourager les parents. Mais quand même. Mhm. Ouais. Non, mais je pense que les dessins animés, c'est surtout ce qui est à la mode chez ses copains. Ça peut être intéressant parce que c'est déjà des prétextes aussi de parler, de Oui, discuter de ce qui est, de ces dessins animés qui ouais, sont à la mode ouais, pour ouais, telle ouais. tranche d'âge. Et puis il y a des choses épatantes. Moi, alors ça, c'est vraiment une anecdote, mais une élève que j'ai eue il y a hyper longtemps, elle doit avoir 30 ans maintenant, qui n'avait jamais parlé le français à la maison Mhm. avec ses parents. Et puis, à la première réunion, quelques semaines après le début de l'école, les parents me disent: «Puis alors, comment ça va le français?» Parce que Mhm. puis je leur dis: «Elle a un problème en français?» Ils disent: «Ben, oui, elle n'a jamais parlé le français». «Ah!» Bah, cette petite fille, elle parlait parfaitement le français. Puis les parents, ils disent: «Oh, mais incroyable!» Puis on discute, puis en fait, ils me disent: «Bah, en fait, le seul endroit», bah, c'était une famille portugaise qui avait toute la famille portugaise. Les parents Mhm. vivaient ici, mais tout le reste de la famille vivait au Mhm. Portugal. À la maison, ils parlaient que le portugais. Ils étaient dans la communauté portugaise, donc leurs Mhm. amis parlaient le portugais. Et cette petite fille, elle a appris le français en regardant la télé. Mhm. Donc uniquement comme ça, et vraiment, elle arrivait dans ma classe, elle parlait le français. Après, c'était pas une linguiste, mais enfin, Mhm. il y avait Mhm. zéro problème. À aucun moment, je me suis dit: Mhm. «Oh là là, mais elle, il faut que je lui réexplique ou elle n'a pas compris». Non, non. Mhm. Donc elle avait emmagasiné du français juste en regardant des dessins animés. Alors Bon, c'était avant. elle était quand même aussi à l'école, hein.
C'est-à-dire qu'elle... Mais elle venait de commencer Ah, l'école. elle venait de commencer Ouais. l'école. Ah, C'était oui. une impé. Moi, je connais aussi une fille dans notre quartier, et elle a appris le russe juste en regardant les dessins animés. Mhm. Et puis, il n'y a personne dans l'entourage qui parle, et elle arrivait à parler Elle aussi. parle, c'est ça. Je ne sais pas où elle en est. Probablement, elle a peut-être oublié déjà si elle a plus utilisé, mais effectivement, Parce qu'il y a aussi, elle parlait il y a bien. aussi l'effet inverse où là, enfin moi, alors je vois ça maintenant depuis quelques années, où les enfants, où on nous dit que l'enfant parle l'anglais, on lui Mhm. montre des dessins animés, on lui montre des Mhm. choses en anglais, mais en fait, il parle pas Com- du tout. Il sait dire Mhm. les couleurs, Ouais, voilà, ouais. il sait dire les Mhm. chiffres, il sait dire bonjour, mais quand on commence à lui poser des questions en anglais, Mhm. il ne sait pas répondre. Donc, Si ça se trouve, il ne comprenait même pas ce qui se c'est disait dans ça, les... Oui, oui, non, c'est... exactement. Donc, c'est un petit peu à double Oui, mais tranchant, ça quoi. existe. Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi des personnalités qui, comme peut-être cette fille aussi, qui effectivement, bon, voilà, ma fille Qui par exemple, enregistre. quand elle était à la garderie, à un moment donné, on l'a amenée à la garderie, et puis ils ont dit, mais pourquoi vous amenez votre enfant avec les couches? Si elle va au pot, ben voilà, vous faites Il aussi n'y a pas l'effort de besoin. votre côté, et puis ben voilà, on va pas faire que de notre côté, et puis nous, on n'était pas au courant. Et pendant, je sais pas, peut-être 2 semaines, elle Voilà. apprenait la propreté à la garderie, mais nous, on n'était pas au courant Ouais, du tout. ouais. Et puis, elle a fait aussi la même chose avec son doudou, c'est-à-dire elle avait un doudou à la garderie, et puis nous, on n'était pas au courant. Voilà, donc il y a Ouais. des enfants qui Oui, oui, séparent les qui sélectionnent territoires. absolument. Ouais, ouais. Exactement. Oui, ouais. Alors, je propose de passer à nos questions flash. Vous connaissez probablement déjà le Ouais. principe. Je vous pose deux termes, et puis vous choisissez celui qui correspond le plus à votre avis. Talent ou travail assidu? Pour le français, Restons dans le je suis obligée de choisir. talent Non, ou moi travail je pense que quand même travail assidu. Ouais. Mieux vaut se préparer ou improviser? Moi j'improvise, mais je suis toujours un peu préparée. Improvisation préparée, je suis aussi pour. Écouter une histoire ou raconter une histoire? Moi je préfère raconter une histoire. Ok. Livre électronique ou livre papier? Les deux. Enseigner, c'est guider ou suivre? Enseigner, c'est guider en suivant. Ok. Hmm. Apprendre par la maîtresse ou par les pairs? Je dirais pas par, je dirais avec Avec. ou avec. Les Avec deux. qui? Avec tout le monde. Avec tout le Parce monde. qu'une maîtresse toute seule, ça marche pas. Puis Mhm. les pères tout seuls, ça marche pas. Ok. Pour moi, il y a besoin de tout le monde. Ok. Toutes mes Je suis- pièges. oui, je toutes, suis- toutes mes pièges. Je m'excuse. Pas voulu. Alors, maintenant parlons un tout petit peu des enseignantes, mais pas seulement. Vous avez de la chance d'avoir une équipe qui communique beaucoup, qui échange beaucoup, qui travaille beaucoup ensemble, qui est soudée en Mhm. fait. Et ça, c'est un avantage d'avoir une équipe comme ça. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux enseignantes et enseignants qui commencent le métier? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous, avec votre expérience, vous pouvez déjà dire? Alors moi, je pense que ce qui m'a... Enfin, je pense que j'ai quelque chose de très... Moi, j'aime que les gens soient reliés. Donc j'ai besoin Moi, travailler toute seule dans mon coin, j'ai de la peine. Donc ça, aussi, je pense que c'est aussi assez personnel. Mhm. On en parlait dernièrement avec une jeune collègue qui est juste à côté de ma classe. Puis justement, on disait l'attitude d'enseignant, elle est quand même... je pense elle vient quand même d'avant. Voilà, Mhm. donc c'est pas forcément un conseil parce que c'est quelque chose qui vient de notre personnalité, mais donner conseil. Enfin, moi, je trouve que de discuter, d'échanger avec les collègues, et puis d'essayer, d'être curieux, Mhm. D'aller vers d'avoir les personnes. envie, oui, et puis de chercher. Alors, je pense que les enseignantes de ma génération ont la grande chance, pour moi c'est une grande chance. En deux, c'était pas obligatoire quand j'ai commencé à enseigner. Mhm. Donc il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas d'objectif. Les enfants, ils pouvaient arriver en troisième et puis commencer. Mhm. Donc on ne pouvait pas exiger des objectifs pour rentrer en troisième. Tout le monde avait le droit d'entrer. Ce qui fait qu'on a dû
tout créer, Mhm. tout fabriquer. On se faisait, donc, je pense on a beaucoup dû réfléchir à pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça marche mieux. Cet enfant-là, il n'arrive pas avec cette manière de faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait l'aider? Puis, je pense que cette équipe avec qui je travaille, on était pas mal d'anciennes enseignantes. Et puis ça, je pense que ça faisait partie de notre ADN d'enseignante, de réfléchir et puis de chercher. C'est aussi ça qui nous a intéressés dans la méthode. C'était un nouveau truc qui pouvait être intéressant pour des élèves. Nous, on s'en fiche comment ils arrivent à lire. Le but, c'est qu'ils arrivent à lire. Voilà. Après, par quel chemin ils passent, pas grave. Enfin, c'est pourvu que le chemin leur convienne. Et puis nous, si on a une palette de propositions à offrir à l'enfant, on y va, on propose. Et puis si c'est ça qui va fonctionner avec toi, alors go, on y va. Donc, je trouve que ça, être curieux aussi, pas appliquer simplement les méthodes qu'on nous donne. Parce que maintenant, il y a quand même un peu ça, puis chez les 1-2 aussi, c'est qu'on a un programme, on a du matériel, on a des moyens, et puis on fait avec ça. Être curieux, puis se dire, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, puis avoir un tout petit peu de recul, même si on doit faire, et puis qu'on est des bons fonctionnaires qui obéissent à notre employeur. Non, mais je veux dire, on doit faire ce qu'on nous demande de faire, évidemment, mais de garder cette curiosité et puis cette envie de chercher, puis peut-être de faire autrement si on voit que ça ne fonctionne pas pour certains. Ouais. Ça, je pense que c'est un... Ouais, pour moi, c'est... s'engager dans le processus. Oui. Et puis réfléchir à pourquoi. Pourquoi, comment, pas juste appliquer ce qu'on nous demande de faire. J'ai presque envie de dire pour toutes les professions. Oui. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Et puis la collaboration, c'est pas quelque chose d'inné. Je pense que nous, dans l'équipe, alors maintenant l'équipe a pas mal changé, mais au démarrage, quand on s'est rencontrés il y a 5 ans, c'était une équipe qui était là depuis longtemps. Donc ça aide aussi de se connaître, on a confiance les uns les autres, donc on ose se tromper, on ose dire des bêtises, on ose, et puis les autres ne vont pas nous juger. C'est aussi difficile ça, je me rends compte là avec les plus jeunes collègues, des fois je pense qu'elles se sentent un peu, pas jugées, parce que moi je les juge pas, mais peut-être des fois un peu mal à l'aise de dire, de proposer, donc une équipe qui se connaît, mais se connaître. Et qui permet l'erreur aussi, c'est ça. Et les tentatives. Exactement. de faire. Ouais. Ça, je pense que ça aide des équipes qui sont un peu pérennes, qui changent pas chaque année. Et puis ça prend du temps. Ça prend du temps parce que ça veut dire qu'en dehors des heures d'enseignement, on doit se voir, on doit discuter, on doit échanger. Donc ça prend du temps en dehors du temps d'enseignement. Ouais, ça c'est quand même une... Oui. Ouais. Mais c'est perdre du temps pour en gagner après. Parce que c'est bien plus riche dans plusieurs têtes que dans une seule. Enfin, voilà. Et puis voilà, en parlant de la conscience phonologique et la fusion syllabique, je veux brièvement rappeler que la conscience phonologique, c'est la capacité de manipuler les sons pour composer les mots, les déplacer, les enlever, les rajouter, donc voilà, les manipuler. Et puis la fusion syllabique, c'est quand on lit, on rattache en son au son suivant sans les découper. Ça paraît tout intuitif, mais c'est une grande difficulté pour les enfants qui commencent à lire. Avec votre expérience de terrain, pourquoi des fois ça bloque? Comment est-ce qu'on peut enclencher ces prises de conscience vraiment avec appui sur votre pratique? Quels sont vos secrets? Il n'y a pas tellement de secrets, mais je pense qu'il y a déjà quelque chose, en tout cas pour les parents, ça c'est ce que je disais aux parents, quand on discute entre parents d'enfants de 5 ans à l'école, on ne demande pas quand est-ce que l'enfant il a marché. Il n'y en a aucun qui a marché au même âge. Mais ça, tout le monde, ils marchent tous. Donc, ça pose la question à personne. Je pense qu'il y a un bout qui est la même chose pour les enfants, c'est-à-dire qu'ils vont décrocher la lecture à des moments différents, c'est un stade. Et puis, comme la marche, ils l'ont développée, comme la parole, ils l'ont développée à un autre moment. Donc ça, je trouve que c'est déjà de ne pas se comparer, parce qu'il y a des enfants qui vont développer plus vite, des moins vite. Puis, honnêtement, moi, je ne sais pas pourquoi.
Et même, même dans ma propre famille, ma fille, elle a lu, je ne sais pas comment elle a fait, tout d'un coup, elle a su lire, mais elle a su parfaitement lire. Je ne sais pas comment. Moi, je suis partie en vacances 3 semaines sans elle. Je suis revenue un mois. Je suis revenue. Et puis, c'est ma maman qui l'avait gardée une partie. Puis elle m'a dit, oh, dis donc, c'est super. Donc, elle était à la fin de la 2P. Elle avait 6 ans. Elle m'a dit, ah, c'est super. Elle a lu ce livre. Puis, c'était un livre que j'avais enfant de la Bibliothèque Rose. Mais c'était un livre, moi, à aucun moment, j'aurais proposé ça à des parents d'élèves de 2P. Et à aucun moment, j'aurais pensé que ma fille lirait ça. Vraiment, je ne leur ai même pas donné ce livre. Parce que c'est pas possible. Enfin, c'est beaucoup trop difficile. Elle a vraiment... Voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, il y a plein d'autres enfants qui démarrent la lecture, c'est-à-dire qu'ils sont capables de lire le mot papa, le mot lac, le mot... Voilà, qui sont capables de lire des mots. Mais de là à pouvoir lire un livre, il va peut-être falloir 2 ans, voire 3 ans, parce que c'est un énorme travail supplémentaire. Donc, de pas... je trouve de pas se stresser. Moi, vraiment, j'ai de la peine pour les parents. Je trouve qu'ils se stressent. Mais je comprends parce que l'école est stressante aussi. Et puis moi, comme maintenant que j'enseigne, alors moi, j'enseignais en 1-2, donc je pouvais dire ça sans avoir... J'avais une conscience de ce qu'il y avait après parce qu'on l'apprend dans la formation, mais je ne le vivais pas au quotidien. Et puis maintenant, depuis 5 ans, j'ai des élèves pour le français intensif de la 1P à la 6P, voire même des 7-8. Et puis, je vois le stress, tout d'un coup, la rapidité avec laquelle il va falloir apprendre. En 1-2, on a le temps et on le prend, et c'est bien. On doit pouvoir se poser et puis s'installer. Puis tout d'un coup, à partir de la 3P, et puis les enseignants sont hyper speed, parce qu'il faut aller là, il faut apprendre ça, il faut savoir ça. Donc, je comprends que ce soit stressant pour les parents. Et puis ça, j'ai pas de solution. En plus, en tant que maman, moi, j'ai de la chance parce que j'ai 3 enfants qui ont appris à lire. Voilà. En même temps, c'est peut-être des choses bêtes, mais nous, on lisait devant eux. C'est-à-dire qu'on prenait un livre, on prenait un journal et puis ils nous voyaient lire. Donc, ils voyaient l'intérêt que ça pouvait avoir pour un adulte de lire. C'était pas qu'un truc d'enfant qui devait faire ses leçons. C'était aussi un truc d'adulte qui était plongé dans son bouquin puis qui n'avait pas envie qui disait attends, je finis parce qu'on avait un chapitre à finir. Donc ça, peut-être que ça aide, ça peut aussi aider. C'est bête, mais de voir son parent lire. Et puis, moi, je le fais dans le quotidien, la fusion, ce genre de choses-là, pour moi, c'est quelque chose qui s'exerce. On appelait ça, à l'école, moi j'appelais ça parler en robot, c'est-à-dire qu'au lieu de dire à l'élève, viens te mettre en colonne, viens te mettre en colonne, ils étaient là, colonne, ok. Puis ça, à force, on parlait en robot tout le temps. Allez, maintenant, je vous appelle tous en robot, donc quand tu entends ton nom, tu peux aller à la récréation. Et puis ça exerce... De l'autre côté, en fait. C'est ça, oui, exactement. Puis ça les exerçait à essayer d'entendre son prénom de cette manière-là. Donc ça, c'est des manières de s'exercer, finalement. Je pense que c'est quand même aussi... C'est pour ça que l'exercice assidu, je pense qu'il y a aussi de ça, oui. Bien sûr. Et puis des choses qui viennent un peu de tous les jours. C'est-à-dire, c'est pas un moment... où on va faire cet exercice-là. C'est un petit peu tout le temps. C'est un processus. C'est ça, oui, exactement. Okay. Et aussi pour les enfants, qu'ils le fassent. Alors, nous, comme enseignantes, moi qui le faisais avec mes élèves, et puis mes élèves qui devaient aussi, je leur demandais aussi à eux d'appeler les copains robots ou de... Ouais. Puis ça... Dans les deux sens. Oui. Ok, très intéressant. Et maintenant, la question de travailler pendant les vacances. Voilà. De nos discussions privées, je sais déjà que vous êtes contre le travail pendant les vacances. Non, je ne suis pas contre. Je suis pas contre. Je suis pas contre. Alors, mais détaillez. Je trouve que ça doit être réfléchi. Ça doit pas être a priori, par principe, on travaille pendant les vacances. Ok, ça doit être comment? Je trouve que ça doit être
quelque chose de réfléchi ensemble. Et puis, alors, mais peut-être c'est aussi parce que je suis prof, puis que moi, j'ai pas envie de travailler pendant les vacances, donc refaire l'école à la maison, c'était bof. Euh, mais alors, on l'a fait. Enfin, mes enfants, ils ont eu des cahiers de vacances, mais parce qu'en fait, c'était eux qui voulaient, c'est pas moi. C'est eux qui demandaient, ils disaient, oh maman, regarde, on peut l'acheter. Alors, oui, on a acheté, mais ils les faisaient ou pas. Voilà, ils s'amusaient à faire ça parce que ça les amusait. On avait rencontré, alors ça, c'était les stars, mais on avait rencontré je crois que c'est les créateurs, ouais, c'est les fondateurs, je vois les créateurs de Chlorophylle, qui viennent du Valais. On les avait rencontrés complètement par hasard en voyage. Et puis, les enfants qui avaient su ça après, mais ce livre Chlorophylle, mais on connaissait les gens qui avaient écrit ce livre, non, mais c'était dingue. Donc, ils adoraient faire ces bouquins. En même temps, moi, j'avais des enfants qui étaient très scolaires. Donc, les trucs d'école, ils aimaient bien ça. Donc, c'était assez facile. Enfin, il n'y avait pas de... Moi, où ça m'embête, c'est quand ça devient une bagarre. Enfin, c'est ça, que les enfants, ils sont obligés, puis qu'on leur rajoute ça sur les épaules. Je trouve que c'est lourd. Mais là, c'est de nouveau ce problème. Les enfants qui n'ont pas besoin de ça, ils le font. Et puis les enfants qui auraient pu avoir besoin de ça... Mais alors, il faut trouver un autre truc. Alors, par exemple, mais ça, c'est ma fille qui m'a appris. On était en vacances avec des amis qui avaient... Leur fils avait le même âge que notre dernier. Et puis, ils lisaient pas. Ils étaient en 4e, il devait avoir 7 ans, 7-8 ans. Et ils lisaient pas, ils décrochaient pas la lecture. Et puis, la maman, elle voyait mon petit, qui était le copain de son fils, qui était plongé dans des bouquins, qui lisait, qui adorait ça. Puis elle disait, mais comment tu fais? Vraiment, j'ai rien fait. Je l'ai pas, justement, on n'a pas fait lecture obligatoire. C'est le mode de vie qui les a naturellement amenés dans cette pratique. J'imagine parce que les 3 ont été la même chose, donc j'imagine que c'est ça. Et puis, elle voyait ma fille qui lisait à son petit frère. Elle lui lisait des livres, parce qu'elle lisait quand même mieux et plus vite que lui, donc elle lui lisait. Et puis, l'autre est venu aussi écouter les livres. Et puis, elle a proposé à ma fille, qui avait 4 ans de plus, donc était un petit peu grande, elle lui a proposé de donner des cours de lecture à son fils. Puis moi, je me suis dit, non, mais des cours de lecture, mais Laureline ne va jamais faire ça. Puis elle a dit, ouais, d'accord, super, elle était toute contente, parce qu'en plus, la copine allait lui donner des sous, donc c'était trop bien. Et puis, ils ont convenu de se retrouver à la bibliothèque. Ils étaient de la même école, donc la bibliothèque ouvrait à 3h30, restait ouverte après l'école. Donc, ils se retrouvaient 1 heure par semaine à la bibliothèque. Et puis, bon, je ne m'en mêle pas, je la laisse vivre sa vie, je ne fais pas la maîtresse, donc je ne dis pas comment faire, etc. Et la maman, quelques semaines après, me dit « Oh, mais elle est incroyable, ta fille il a ramené son premier livre de la bibliothèque, il est super content. » Puis la prof, elle a dit qu'il avait fait des progrès. Je dis « Ah bon ?» Puis je dis à Laureline, mais t'as fait quoi? Oh ben, il veut lire le livre des records. Je dis « Oh non, mais Laureline, tu lui fais pas lire. » Et en fait, c'est comme ça qu'elle a réussi à lui faire adorer. Alors que moi, jamais j'aurais laissé mes enfants faire ça, je trouve ça bête. Mais lui, il était complètement fan du livre des records. En fait, il n'était pas fan du livre des records, il était fan des records. Et puis, après, j'ai un peu étudié ce livre des records. C'est des tout petits textes, c'est pas des longs textes. Donc, mais c'est assez petit, non? Alors, c'est très petit, puis c'est du vocabulaire qui n'est pas du tout adapté au fond. Enfin, non, c'était... Mais je pense que, d'une part, le fait que c'était son intérêt à lui. Donc sa maman, si elle avait voulu lui faire lire n'importe quel livre, c'était pas son intérêt. Tandis que ça, c'était son intérêt. Donc il avait envie de savoir. Et puis Laureline, elle s'en fichait. Quel record il voulait lire? Si c'était le record de mangeur de spaghettis ou le record de but de foot, elle, ça lui était complètement égal. Ils lisaient ensemble, puis voilà. Puis je lui ai dit, mais tu fais quoi? Puis elle dit, moi je lis, puis lui il lit. En fait, elle a fait rien avec lui. Elle était juste très contente parce qu'elle pouvait pendant 1 heure lire et être payée. Et puis lui, il était à côté d'elle, puis il lisait aussi. Puis alors, bien sûr, ils s'entendaient bien les deux, donc elle discutait, comme elle faisait avec son petit frère finalement. Elle discutait avec lui, mais il n'y avait pas ce côté école. Puis moi, c'est ça que je reproche à ces cahiers de vacances. C'est ce côté école, puis on s'assied à une table, et puis maintenant, prends ton crayon, puis vas-y, écris. Voilà, si l'enfant, il a envie, mais go, vas-y, c'est rigolo, puis fais-le. Sinon, je sais pas, si l'enfant il aime cuisiner, on peut faire une recette de cuisine avec lui, puis c'est lui qui va lire la recette. Ou bien lui, il en invente une, puis il va l'écrire. Il se sera jamais rendu compte qu'il a écrit pendant des heures,
mais il aura fait la même chose que dans son cahier de vacances qui lui plaisait moyen. Simplement, ça demande de l'investissement du parent. Oui, Parce que le cahier de vacances, on le pose, puis Mhm. vas-y, fais ton cahier de vacances, puis pendant ce temps, moi, je peux regarder mes... Enfin, je caricature. Donc, je pense qu'il y a aussi... C'est pour ça aussi que Donc, je dis pas rien, il faut rien faire et puis les laisser tranquilles. Je pense qu'il y a aussi un petit bout de ça, parce que je Oui, pense bien sûr. que le cerveau, enfin, tout ce qui Oui, est... oui, 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 oui. Non, ça, on c'est sait clair. que ça doit se poser pour pouvoir Faut juste fleurir. surveiller si ça se pose, parce que le vide, ça c'est bien, mais si c'est le vide qui est bouché par les écrans, Eh ben, c'est pas idéal non ça plus. marche pas. Oui, absolument. Oui, Ouais. ouais, tout à fait. Mhm. Puis nous, on voit ça aussi, Mhm. des espèces de retour en arrière au retour des vacances, ou des enfants qui arrivent à faire des choses, ben là, c'est parce qu'il y a eu effectivement une sous-stimulation. Donc je résume, la lecture, ça doit être une pratique qui a du sens, parce Ouais. que ce que je vois dans votre exemple, ça avait du sens. Ça avait du sens, ça répondait aux besoins, à l'intérêt, ça crée une communauté. Voilà, et donc, et là, ça est venu. Oui. Voilà, Ouais. donc la lecture, c'est surtout pas la vitesse ou les Ben, parties pas techniques, forcément, non. mais il y a effectivement cette communauté et puis une pratique qui a du sens dans Ouais. tel cadre, dans tel contexte. C'est ça qui est important. Puis je pense aussi que l'exemple, mais ça, ma foi, ben Oui, voilà, oui, oui, l'exemple. on peut pas tous. Oui. Parce si on n'aime pas lire, on n'aime pas lire comme adulte. Enfin, c'est difficile de se forcer Ouais. à lire. Mais, Mais- cette réflexion, elle m'est venue par une amie dont la fille était à l'école avec mon fils aîné. Et puis, ben voilà, Léo, il lisait. Voilà, il lisait. Et puis sa fille, elle décrochait pas la lecture. Et puis elle me disait, mais comment vous faites? Puis on était un peu le même genre de famille, on habitait un Ouais. village, on travaillait, mais des parents qui étaient quand même présents à la maison, etc. Et puis, en fait, dans la discussion, elle s'est rendue compte, c'est elle qui m'a dit, mais ben, tu vois, dans ce que tu dis, je me rends compte que nous, on lit jamais devant nos enfants. Alors que c'était des gens qui lisaient, mais ils lisaient jamais devant leurs enfants. Oui. Elle me dit, moi, je lis le soir quand les enfants sont couchés. Oui, Je ouais. prends mon bouquin, puis je lis. Donc, finalement, ils ne me voyaient jamais lire. Puis peut-être que ça, ouais, peut-être. Non, mais bien sûr que ça influence beaucoup. Et là, je reprends le début de notre discussion quand vous avez dit qu'il faut discuter avec les enfants. Et puis, il y a des parents qui n'aiment pas lire, tout simplement, et qui ne veulent pas lire pour... voilà. Oui. Donc, moi, je pense que dans ces cas-là, il faut aussi le verbaliser honnêtement et de dire que moi, j'aime pas ça, j'ai jamais aimé ça, mais voilà, l'école, elle est faite comme ça, que c'est une plus-value pour les élèves qui lisent des livres, voilà, pour ensuite avoir plus de facilité. Donc, peut-être ça vaut la peine de le dire honnêtement, parce qu'effectivement, de faire semblant, ça marche pas, je trouve. Tout simplement parce qu'on peut pas juste changer, ou on peut faire l'effort une ou deux fois, mais ça va pas... ça va pas faire le... Ça va pas faire le job. de différence. Mais et puis moi, j'ai aussi vu des parents qui étaient des très mauvais lecteurs. Donc, notamment, je pense à une qui est venue pour partager quelque chose avec les élèves, puis elle a voulu lire une histoire, puis mes élèves, ils n'en pouvaient plus, ils étaient adorables, mais ils n'en pouvaient plus, et moi non plus, c'était laborieux sa lecture. Et puis je me dis, ben, là aussi, maintenant, avec les moyens numériques, il y a des livres qui sont lus par quelqu'un sur Internet, donc on peut trouver. Et puis, mais de faire cette activité avec son enfant, bah, c'est aussi lui montrer qu'on peut porter de l'intérêt à la lecture, même si nous-mêmes, on n'a pas des monstres compétences. Mais c'est aussi une manière de partager un moment ensemble, ou d'aller écouter un conte, ou d'aller... Enfin, voilà, ce genre d'activité-là, même si on n'est pas hyper à l'aise avec la lecture, de faire des activités autour de la lecture, pas forcément soi-même, mais et ça, ensemble. J'applique aussi aux autres éléments quand je suis pas d'accord avec l'école ou quand je comprends pas pourquoi c'est fait comme ça et pas comme ça, quand je pense que c'est inutile ou mal fait. Donc, dans ces cas-là, je le dis honnêtement que voilà, je suis pas d'accord et puis je trouve que c'est pas une bonne manière. Mais voilà. Mais oui, mais c'est la vie. La manière la plus simple, c'est de l'accepter en sachant que peut-être ça va pas te servir, mais voilà. On sait pas. Il y a aussi la facilité, finalement, de faire certaines choses, ça vaut la peine parce que tout simplement, ça va pas compliquer la vie
voilà, en ayant des conflits ou des problèmes avec les notes à l'école. Donc voilà, Oui, on fait comme ça. Et puis la puis, frustration, elle fait partie de la vie oui, en général. mais moi je trouve que rien que de le verbaliser et de dire que oui, je ne sais pas à quoi ça sert, peut-être ça sert à rien aujourd'hui, mais voilà, ou je dis que aujourd'hui on a l'impression que ça sert à rien, mais en fait je suis d'accord avec ça. Donc de se positionner honnêtement Oui, 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 par oui, oui, rapport aux choses, moi je pense que ça peut aider nos enfants. oui, oui. Puis après, il y a aussi des choses qu'on doit garder, enfin pour moi en tout cas, qu'on doit garder pour soi un bout, ou si on voit que ça... Moi, il y a des choses où j'étais pas OK avec l'école ou avec la manière de faire, mais je voyais que mes enfants, ça leur passait au-dessus. Donc là, je me disais, bah, ça sert à rien j'ai laissé aller. OK, lui ou elle, ça le dérange pas, il trouve que c'est normal, ben go. Oui, non, ça Moi, je me retenais. J'en parlais quand ils étaient couchés avec mon mari. Mais en dehors de ça, je les laissais vivre avec. Voilà, moi j'arrive gentiment vers la fin. Est-ce que vous vouliez encore rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a dit, passer un message important aux enseignantes ou aux parents? Oh mon Dieu, je trouve qu'on a déjà dit beaucoup de choses oui, il me très semble. importantes. Ouais. Il me semble qu'on a... Alors on finit oui. là. Mais oui, Très volontiers. bien, merci beaucoup. Mais avec plaisir.